Ouais, donc pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Tony Collin, donc je suis ingénieur en télécommunication spatiale au CSEP, le Centre spatial de l'École Polytechnique, et ce depuis janvier de l'année dernière. Mais plus important, depuis l'année dernière, je suis devenu radioamateur après avoir vu la, la conférence. Merci. Après avoir vu la conférence AMSAT, ça m'a beaucoup inspiré. Et justement, venant de l'académique, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de potentiel dans la création de TP ou d'activités pédagogiques avec le radioamateurisme pour des étudiants qui ne sont pas forcément familiers avec les télécommunications spatiales ou qui ont certaines notions. Donc je vais vous présenter certaines activités à Polytechnique. Euh, donc en fait, le cycle à Polytechnique est sur 4 années. C'est un peu particulier. Euh, mais là, ce qui nous intéresse surtout, c'est en deuxième année, on a les projets scientifiques communs qui durent sur à peu près un an avec des groupes de 5 ou 6 polytechniciens. Le CSEP supervise différentes activités liées au spatial. Et donc l'année dernière, ça a été l'occasion pour moi de créer des sujets en lien avec le radioamateurisme euh, pour, on va dire, faire pratiquer aux polytechniciens les télécommunications spatiales, les introduire au domaine du spatial et des télécoms. Et il y a aussi des projets approfondis en troisième année, donc ça c'est plus relié à de la recherche, donc il y a plus l'accent sur le théorique, mais aussi on arrive à faire des choses intéressantes avec les étudiants par rapport aux communications spatiales. Donc je vais vous présenter les différents projets. Donc il y en a un qui est la création d'une antenne quadrifilaire hélicoïdale. Donc malheureusement, cette semaine, les étudiants étaient en vacances, donc j'ai pas pu prendre des photos des groupes pour vous montrer. Mais on a notre cher directeur technique derrière, Nicolas Lequette, euh, portant cette antenne qui vient d'être montée et soudée grâce au verrier de Polytechnique. Donc des fois, faut penser outside of the box pour pouvoir avancer dans les projets. Euh, donc les étudiants, ils ont ce côté pratique, mais aussi, du coup, je leur demande quelques aspects théoriques, donc évaluer les performances de l'antenne, quelle sera la qualité de réception pour recevoir des images de satellites météores, dont vous êtes sûrement familier, le 137,9 MHz. Euh, Ça passionne beaucoup les étudiants. On utilise aussi SatDump, donc merci à Alan et la communauté. Euh, c'est super pour les élèves parce qu'ils ont, avec très peu de moyens, accès au spatial et aux données envoyées par les satellites. Il y a un autre projet. Donc là, c'est plus pour des étudiants qui sont intéressés par la mécanique, mais on s'y retrouve aussi avec les télécoms. Là, les étudiants doivent construire une antenne parabolique motorisée en bande KU. Donc bande KU, c'est environ 12 GHz. Et avec très peu de moyens, ces étudiants ils peuvent viser des satellites géostationnaires et recevoir des flux en DVB-S2. Donc là, on a eu quelques challenges au niveau administratif pour commander des clés DVB-S2. C'est pas souvent évident avec les commandes, mais la plupart des éléments, là vous voyez une partie d'un vélo pour enfants, une parabole retrouvée sur le Bon Coin. Donc avec très peu de moyens, on peut faire des choses très intéressantes. Et ça passionne les étudiants. Un troisième projet, donc ça c'était dans le cadre justement d'un dossier ARIS euh, qu'on a, on a candidaté donc pour ARIS en septembre 2025. On avait monté un dossier avec les cordées de la réussite de l'école polytechnique qui a des contacts avec différents établissements en Ile-de-France, des collèges et des lycées de banlieue. Euh, et on avait une professeure de physique-chimie très motivée pour implémenter ce projet pédagogique dans le spatial.
qui appartenait au lycée René Cassin de Gonesse, donc dans le nord de l'Île-de-France. Il y a un programme pédagogique qui a été implémenté dans tous les domaines, SVT, français, anglais, histoire, géographie. Ça a passionné vraiment les professeurs. Ça a été aussi en relation avec le Radio Club de la Haute-Île, qui a fait quelques ateliers radio amateurs. Et à Polytechnique, du coup, on avait un groupe d'étudiants de deuxième année qui a essayé de faire des contacts avec l'ISS, à étudier qu'est-ce que ça ferait d'avoir un contact ARIS à Polytechnique. Donc ça, avec un Kenwood TS2000 qui a été utilisé pour notre ancienne mission XCubeSat. Donc là, on voit les étudiants en train d'essayer de faire un uplink de voix donc avec l'ISS. Donc ils utilisent gPredict, un rotor et une Yagi aussi qui a été utilisée lors de l'ancienne mission CubeSat, XCubeSat. Donc voilà. Ensuite, pour les projets de troisième année, il y a des étudiants qui se sont amusés donc à voir ce qui était possible de faire en termes de filtres passe-bande avec des circuits RLC. Donc forcément, sur le papier, ça paraît très simple, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. On a des limitations en termes de valeur de produits disponibles. On a des tolérances sur les résistances. Donc, quand on veut faire des choses précises, c'est déjà plus complexe. Et là, ils ont pas mal avancé. Là, on a une image du premier prototype avec un boîtier étanche imprimé en 3D. Donc là, il manque juste le joint. Et ça peut être utilisé, par exemple, pour la réception d'images satellites météores, encore une fois. Un dernier projet, ça a été sur l'étude de l'effet Doppler. Donc, encore une fois, pour le côté pratique, on utilisait les satellites météores. Et justement, avec l'information du Doppler, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut savoir si on est en avance ou en retard par rapport au suivi du satellite. Donc là, vous avez sur l'image de droite un exemple entre la position théorique et la position déduite par rapport à une trajectoire. Donc là, c'est idéalisé. On a une orbite circulaire. Mais les étudiants ont pas mal réussi. Donc là, ce qui est en bleu, c'est une mesure faite avec un satellite météore qui est comparée avec la théorie, donc en orange. Donc avec cette information, on pourra ajuster le suivi satellite et plus tard l'utiliser pour notre mission IonSat. Une extension de ce projet qui est aussi intéressante, c'est d'utiliser 2 antennes. Donc ça pourra donner lieu à une collaboration parce qu'avec 2 mesures de Doppler, ensuite on peut corriger en 3D le suivi pour suivre vraiment le satellite. Là, c'est unidimensionnel, mais dès qu'on a 2 antennes, on peut corriger directement la position du satellite. Et juste pour quelques actualités par rapport à IonSat, très brièvement, donc on a eu 2 stages. Juste pour vous représenter les liens du satellite, donc on aura la carte Spino. Donc on aura un lien VHF-UHF pour exploiter la Spino. Et vous avez une démonstration, donc pour ceux qui ont assisté grâce à Yannick, on a une antenne bande S qui sera notre lien principal pour recevoir des informations du payload. Donc concernant les stages, donc on a Priscilla derrière qui a fait un stage justement sur la remise en état de l'ancien système d'XCubeSat qui est utilisé pour ce lien VHF-UHF. Elle a fait des études d'antenne, du LNA. Donc ça, c'était un stage avec beaucoup de réussite. Donc là, elle
système fonctionne très bien. Et si vous voulez discuter avec elle, là, elle est disponible. Elle vous expliquera ce qu'elle a fait avec beaucoup de passion, j'en suis sûr. On a un stage actuellement qui est sur la chaîne GNU Radio de communication pour IONSAT. Donc là, actuellement, c'est Shafik Malo qui développe cette chaîne de communication. On a eu quelques challenges parce que le CNES, qui est notre partenaire, a imposé un type de modulation assez exotique qui s'appelle PCM-PM biphase, avec lequel on a très peu d'informations en ligne, mais en faisant du reverse engineering, on a réussi à s'y retrouver. Et ça pourra sûrement être implémenté, j'imagine, dans SatDump, on en discutait, parce que c'est très utilisé par les centres spatiaux, ce type de modulation, qui rentre dans le cadre de la Nanolab Academy du CNES. Et dernière information rapide, le 15 avril, officiellement, à Polytechnique, on va faire une inauguration avec QO100. Donc, ce qu'il y a à savoir avec cette antenne d'Adrelis, c'est que la fréquence est entre 2 GHz et 2,3 GHz environ. Mais heureusement, le filtre est pas tant sélectif que ça, donc on peut... Ouais. Oui, en émission. Donc on peut jouer avec QO100 qui a des fréquences un peu supérieures. Ouais. Et on peut exploiter les bandes radioamateurs et on lancera un message en morse via QO100, donc le 15 avril. Donc si vous êtes intéressé de faire une réception, vous pouvez nous contacter. Donc voilà, c'était pour vous dire... Ah oui, encore une fois, dernier point, concernant l'Académie spatiale. Donc comme vous avez entendu avec les autres centres spatiaux, on a un devoir d'enseignement dans les lycées, dans les universités, donc à différents niveaux, pour engager les étudiants dans le spatial. Et récemment, donc on a fait une intervention à la Sorbonne, donc grâce aussi à Michael Bauder de la Sorbonne là-bas, en fond de salle. On a fait en 2 étapes donc un cours qui présente plus la théorie des systèmes de télécommunication spatiale et un TP de réception d'images de satellites météo. Donc encore une fois avec SatDump et les satellites Météor, qui est vraiment l'application royale pour les étudiants pour avoir un accès rapide au spatial. Et là, vous avez un exemple d'antenne dipôle en V que les étudiants ont fabriqué dans un TP de 4 heures. Donc simplement avec un tube en cuivre, donc un élément imprimé en 3D, des dominos, un câble SMA, et le tour est joué avec SatDump et une petite clé SDR, RTL SDR, pas cher, à 50 €. Donc c'est vraiment intéressant pour les étudiants, ce type d'application radio amateur. Donc c'est peut-être le temps du coup. Bon, la dernière slide, c'était pour dire juste merci. Voilà. Et si vous avez des questions. Oui. Bonjour, page 7. Je ne sais pas si ça marche. Bon, page 7, comment vous avez fait la mesure du Doppler? C'est en GNU Radio. On extrait l'information de la fréquence dans la boucle de Costa. Je ne sais pas si vous êtes familier. Ok, merci. Ouais. C'est en fait un bloc qui va faire le suivi de la phase, va se loquer, et un suivi de la fréquence. Et avec ça, on peut en déduire le Doppler en direct. Merci.